Bonjour, Monsieur Michon. Bonjour René. C'est un plaisir de faire une entrevue avec toi. Je veux te tutoyer, puis des fois vous voyez, Tu peux tutoyer, il n'y a pas de problème. Avant chacune des entrevues, des personnalités qu'on passe à la TV communautaire, je vais voir beaucoup de personnes pour voir c'est qui la personne que je vais rencontrer. Et d'une façon unanime, on m'a dit, Monsieur Michaud n'a pas d'ennemis. N'a pas d'ennemis. Il n'a que des amis. Est-ce vrai? C'est un cadeau. C'est vrai que c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai. Je n'ai pas d'ennemis. C'est vrai. J'ai des amis. Beaucoup. Et je les aime. Dans la vie, on n'hérite pas de soi, on hérite des autres. Vous avez hérité, vous, de vos ancêtres. Il y a 200 ans, 100 ans, votre arrière-grand-père, votre grand-père, vos parents. Avez-vous connu un de vos grands-pères ou grand-mères? J'ai connu simplement une seule grand-maman, celle de mon père. Et quand je l'ai connue, il devait avoir environ 80 ans. Et à ce moment-là, il y a longtemps, une personne de 80 ans, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Elle paraissait beaucoup plus âgée. C'était des vieux. C'était, c'est ça. Nous autres, nous sommes usés. C'est bien dit, hein? Oui, c'est ça. Quelle qualité qu'elle avait, cette grand-mère? C'était une grand-mère qui était sage, mais qui parlait peu. Mais quand elle ouvrait la bouche pour dire quelque chose, elle savait ce qu'elle disait, tu comprenais ce qu'elle voulait. Elle a travaillé très fort. Oui. Elle faisait quoi comme... Bon. À la maison, là, ça se passait comment dans sa maison à elle? Dans sa maison à elle, d'abord, je ne l'ai pas connue jeune, mais mon grand-papa, son mari, est décédé à l'âge de 37 ans. Ils étaient cultivateurs à Saint-Noël. Et puis, mon père était le plus vieux de la famille, et mon père a dû prendre la relève. Mais mon père n'aimait pas la terre, il n'aimait pas cultiver. Alors, il a pris quand même la responsabilité de la famille, mais en allant travailler pour une entreprise commerciale du milieu, c'est-à-dire les entreprises Bégin de Saint-Noël. Quel héritage qu'ils ont pu vous laisser? Oh mon Dieu. Mon père, c'est un homme qui était généreux, sans limite, qui a aidé beaucoup de gens. Ça veut dire quoi, généreux, ça? Généreux, c'est-à-dire il aidait des gens matériellement. Exemple, mon Dieu, tu que je te compte un exemple? Oui. J'avais à peu près 12 ans et mon père avait appris que le père d'une famille de Sainte-Irène, quelque chose de même, était décédé. C'était des gens défavorisés. Alors, nous, mon père était commerçant. Alors, ce qu'il a fait, il a mis beaucoup de choses dans le coffre arrière de la voiture, soit de la nourriture et du linge pour des enfants. On est allé porter ça à la famille à Sainte-Irène, oui. J'étais avec ma sœur à ce moment-là. On a passé une partie d'après-midi avec ces gens-là. Puis, tout simplement, pas de grandes choses, c'est pour dire on fait des sparages, puis tout ça. Non, tout simplement, on va porter des choses, on essaie de les encourager en même temps. C'était ça, mon père. Vous dites qu'il y avait un commerce à quel endroit? Il y en a eu plusieurs. Plusieurs, Le oui. Le dernier commerce qu'on a eu, c'était au moment où il avait décidé de tout vendre. Puis, quelques mois après, il s'ennuyait. Alors, il dit, je ne peux pas rester de même. Alors, il a fait bâtir un autre magasin, à même notre résidence, magasin qui d'ailleurs a été détruit après sa mort parce que c'était juste pour la circonstance. Un petit commerce qui devait juste s'amuser, mais qui est devenu, c'était toujours plein de monde là-dedans. C'était des vêtements. Alors, pour toute la famille. Des choses, pas de grandes toilettes, là, des choses pour tout le monde. Et mon père avait une politique. Politique de dire, je ne prends qu'un petit pourcentage. Son pourcentage de profit brut était du tiers. S'il payait quelque chose $2, il le vendait à 3. Et là-dessus, il fallait faire l'entretien des bâtiments, payer le salaire des employés et tout le reste qui va avec. Mon père, surtout avec ce commerce-là, c'était un peu comme son bébé. Alors, il faisait de l'argent, OK, mais tu sais, c'était pas ça qui était l'affaire, c'était de
faire plaisir au monde. Vous m'avez dit tantôt qu'il n'aimait pas la culture. Non. C'était quoi cette ferme-là? Là? C'était à votre grand-père qui avait donné ça à votre père? C'est parce que mon grand-père était mort. Oui. Mon père était le plus âgé de la famille. Donc, c'est lui qui devait, à ce moment-là, s'occuper de la terre de mon grand-papa. Par contre, mon père n'avait pas d'attirance. Pour lui, c'est quelque chose avec lequel il n'était pas à l'aise. Il était à l'aise, par exemple, avec le public, avec les gens. C'est pour ça qu'il y avait un commerce à Saint-Noël, parce que la terre était à Saint-Noël, c'est là qu'il a grandi. Ah, Et c'est là qu'à ce moment-là, il s'est présenté chez Bégin pour travailler pour la famille Bégin. Et quelque temps après, M. Bégin, qui le connaissait depuis qu'il était jeune, a décidé de lui dire « Mon garçon, tu es très bon en affaires, je te vois aller, tu es parfait. Je t'organise, tu t'en vas prendre un commerce, te partir un commerce, je suis derrière toi. » Alors, M. Bégin, en bon français, a supporté mon père pour partir sa première entreprise. Ça, c'était à Padoue. Après ça, ça a été à Saint-Donat. À Saint-Donat, oui. L'endroit où je suis né. Et là, c'était beau. La maison c'était merveilleusement beau. Et le magasin était à part. Il y avait un tunnel qui reliait la maison et le magasin, je me souviens très bien. Et j'allais chercher une orange le matin en passant par le tunnel. J'allais me chercher une orange. Voler une orange. Voler, non. Tout le monde me regardait aller. Surtout que je prenais l'orange puis je faisais un trou dedans pour m'en aller avec. Alors, c'est ça. Ouais. Mais la première terre là, de votre grand-père, Oui. il y avait des animaux, là? Je ne l'ai jamais connu, cette Ah, vous terre-là, l'avez avec des pas animaux. connu. Non, je ne l'ai jamais connu. Non, mon père a laissé ça. Ça a été vendu. Et puis, mon père s'est en allé chez Bégin, puis après ça, il est parti en affaires à Padoue. Après ça, Saint-Donat. À Saint-Donat, ça a passé au feu. Et il a ouvert son premier magasin d'Amqui, qui était où se trouve le Dixili. Alors ça, c'était un commerce où il y avait de tout. Hein. Il y avait l'épicerie, la quincaillerie, la vitrerie, il y avait les moulets, il y avait les produits de la ferme. Il y avait un entrepôt. Il y avait 3 entrepôts, dont un, c'était des accessoires de ferme, c'est-à-dire soit des pour tondre les. Après ça, il y avait les clôtures, il y avait tout du matériel de ferme. Dans un autre entrepôt de 2 étages, c'était là les produits du magasin, c'est-à-dire les poches de farine et tout ça. Et le 3e entrepôt, qui avait 3 étages, lui, le premier étage servait à entreposer les moulets pour les fermiers qui venaient chercher de toutes sortes de produits parce qu'il n'y avait pas de coopérative à ce moment-là. Mm-hmm. Alors, on fournissait tout pour les cultivateurs. Au 2e étage, je ne suis pas capable de me rappeler, mais je sais que l'hiver, au 3e étage, on transportait les automobiles et les camionnettes d'Amqui. C'est un entrepôt qui devait mesurer 100 pieds par 80. Puis il y avait 3 étages. C'était immense. C'était immense, oui. Et puis, lorsqu'ils montaient les voitures pour l'hiver, parce que les automobiles, l'hiver, ne circulaient pas dans le village, là. C'était fermé. Alors, il y avait un cheval qu'on attelait sur les voitures pour les aider à monter jusqu'au 3e, parce qu'on n'avait pas de véhicule 4 roues motrices, là, hein. C'était des camionnettes ou des automobiles. Alors, on montait ça au 3e étage. Au 2e, peut-être qu'il en mettait aussi. Mais je me rappelle surtout les moulets en bas. On montait sur les poches de moulets, puis de toutes sortes pour jouer à cachette et s'amuser là-dedans. Ce que vous dites là, c'est très intéressant pour vos arrière-petits-enfants. Même vos petits-enfants, aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça. Non. Dire que les chemins sont fermés, par exemple, l'hiver. Les chemins sont tout le temps ouverts pour eux, là, pour elles. Alors, c'est un autre monde. Oui. Mais c'est un monde quand même intéressant à connaître. Oui, oui, parce que, vois-tu, lorsqu'arrivait le jour de l'an, pour mon père, voir sa mère, puis amener toute la famille voir notre grand-maman, c'était impératif. Donc, on prenait le train à Amqui jusqu'à Montjoly, et la nuit suivante, on prenait le train de Montjoly pour revenir toute la famille. Mais comme on revenait, il n'y avait pas d'automobile, donc je me rappelle, on se promenait sur le boulevard Saint-Benoît, qui était la rue principale d'antan, et on chantait des cantiques de Noël. Quand on débarquait du train, la nuit, il était à peu près 1h du matin.
Alors, papa et puis nous, on s'en allait dans le chemin en chantant des cantiques de Noël. Et ça, c'est loin en Titi, par exemple. Mais ça me rappelle des belles choses. Là, vous avez très bien parlé de votre père. J'aimerais que tu me parles un peu de ta mère. Oui, je vais vous parler de ma Juste en mère. passant, ton père est mort à quel âge? 58 ans. 58 ans. Il a été malade 6 mois. 6 mois. Oui, il a été atteint d'un cancer des os. Ça, c'est Et- souffrant. Incroyable. Puis il n'a jamais élevé la voix. Il a toujours accepté en me disant, c'est pas drôle, hein? Ça pourrait être si beau, mais c'est le même que ça se termine. Il n'a jamais critiqué, il n'a jamais élevé la voix. Le docteur Blouin était son ami qui venait le voir tous les soirs. Puis, voilà, Quand il est mort, quel âge tu avais? 24 ans. 24 ans. Bon, on revient à ta mère. C'est quoi les qualités de ta mère? Ah mon Dieu, la douceur. Ma mère était d'une douceur. C'était une maman attentive pour nous, les enfants, et pour mon père en même temps. Et je me rappelle que lorsque mon père, qui était un homme d'affaires, partait faire ses affaires à Montréal, prenait le train, c'était toujours les grosses larmes qui descendaient. C'était... Tu sais, je les vois encore s'embrasser, puis à ce moment-là, mon père, il avait 50 que... Puis, parce qu'il prenait toujours le train pour monter. Alors, c'était un papa qui était affectueux, qui était bon, doux pour nous autres, puis il ne fallait pas qu'on manque de quoi que ce soit. Hein? Alors, c'est ça. Il a toujours été préoccupé de nous à tous les niveaux. Puis ma mère, bien, c'était autre chose. Mon père n'avait pas d'instruction. Ma mère lui a montré à écrire. J'ai même gardé ses lettres. Et ta mère enseignait? Ma mère était institutrice. Elle avait fait ses études d'école normale chez les Ursulines à Rimouski durant 3 ans. Et son frère, à ce moment-là, était prêtre. Alors, ma mère a décidé qu'elle suivait son frère. Puis, à ce moment-là, ça lui permettait de, ce qu'elle disait, faire la bedocherie, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de son frère qui était curé, mais en même temps, elle enseignait dans toutes les paroisses. Et ma mère enseignait un français. À la fin du cours classique, on le connaît, notre français. Mais je peux te dire que ma mère avait un français impeccable. Je peux te dire qu'il ne passait rien. Et ce qu'elle écrivait, c'était toujours bien. Une leçon. Toi, avec tes frères, puis t'as une sœur, J'ai une sœur. Oui. c'était quoi votre relation entre vous autres? Bon, moi, étant donné que j'ai été pensionnaire très longtemps, durant l'année scolaire, je n'étais jamais chez nous, à partir de l'âge de 9 ans. C'était durant les vacances d'été que je connaissais la famille là, un peu plus. Alors, Vous étiez combien? 4 enfants, 2 gars, une fille. Mon frère Robert est ingénieur, lui. Il demeure à Montréal, bien, région de Montréal, là. Yves, mon frère, ça a été un gars d'affaires, un peu comme mon père. Un gars qui a mené ses entreprises de toutes sortes. C'est incroyable. Alors, lui aussi, retraité, mais je me disais que jamais il l'arrêterait parce que c'était comme une machine qui était toujours demandée. C'était à 5 heures du matin qu'il était appelé, puis ça l'est encore. Mais là, il donne des conseils. Et oui. Alors, ma sœur, je l'ai connue moins parce que, d'abord, elle s'est mariée aussi, puis elle s'est en allée à Québec. Son mari est décédé. Son mari, c'était Gilles Rioux, te souviens-tu? Qui est parti assez vite, malheureusement. Alors, j'ai moins de contact avec ma sœur qu'avec mes frères, malheureusement. As-tu des souvenirs à partir entre 3 ans, 3 ans et demi, jusqu'à 5 ans? Oui, Pourrais-tu me raconter quelques souvenirs? oui. Le premier est pénible. Parce que j'avais 3 ans et demi à ce moment-là. Nous demeurions à Saint-Donat, dans une superbe maison, à mon image à moi, là. Et puis, il y avait dans cette maison-là un immense escalier. Il y en avait une dans une partie de la maison, mais là, il y avait un gros escalier, tu sais, avec des grosses rampes, là. Et puis, quand j'étais assis dans l'escalier, il passait des hommes tout le tour. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains, dans leurs bras? Des extincteurs. Parce que l'incendie était pris dans la maison. Et moi, j'étais assis dans cet escalier-là. Et les pompiers, il n'y en avait pas. C'était des employés, c'était des gens du village.
Puis, dans la propriété, il y avait des extincteurs. Je me rappelle, ils étaient comme en cuivre. Puis, je vois encore les hommes qui se promènent qui courent avec ça pour essayer d'arroser. Mais ça a tout brûlé quand même. Ça, j'avais 3 ans et demi. Plus tard, dans les mois qui ont suivi, je me souviens très bien qu'on a résidé au-dessus d'un magasin à Saint-Donat. C'était une famille couture qui avait un magasin, mais le haut du magasin était libre et mes parents ont installé ça pour qu'on puisse y vivre durant quelques mois, le temps de trouver une autre maison. Alors, là, à ce moment-là, mon père a acheté une maison à Sainte-Luce, pas loin de l'église. Là. C'était beau, magnifique. Mais à ce moment-là, déjà, il y avait son projet, lui, de repartir une autre entreprise. C'était à ce moment-là que, durant l'été, il a fait ses transactions pour acheter le plus gros commerce qu'il y avait ici à Amqui, dont je te parlais, là, où il y avait des bâtiments de 3 étages, puis tout ça. Ça, c'était un magasin général où il y avait de tout. Comme je vous dis, de tout, là. J'ai des photos du magasin. Mais en entrant, il y avait des marches. Et en ouvrant les portes, je vais dans des détails bizarres parce que tu me dis, j'avais 4 ans. Alors, il y avait, je me rappelle, des vêtements pour des hommes qui travaillent n'importe où, des vêtements de travail pour hommes. De ce côté-là, c'était des dames qui vendaient du linge à la verge. Plus loin, il y avait l'épicerie. Et à côté de l'épicerie, il y avait le bureau de mon père, qui était 3 marches plus haut. Après ça, on montait 3 autres marches où il y avait tous les accessoires d'une maison. Tu sais, des sets de cuisine, des ci puis des ça, il y avait tout ça. Si on allait en dessous de ça, c'était la quincaillerie, où tu trouvais de tout ce qu'il y a dans une quincaillerie. Il y avait des murs complets. C'était comme des tiroirs. En tout cas, je me souviens que chaque pièce était représentée sur le bout d'un tiroir, puis le stock était à l'intérieur. Il y avait après ça la vitrerie, plus bas. Ça, il y avait 2 hommes qui travaillaient là. C'était une immense table et puis des espèces de mesures, puis des couteaux pour les vitres. Alors, ils fabriquaient. Il n'y avait pas d'usine de portes et fenêtres. Donc, ils fabriquaient des choses au magasin là-bas. Il y avait des spécialistes de ça. Et si on redescendait plus loin, il y avait ce qui était utilisé souvent dans ce temps-là, de la mélasse. Il y avait une section pour des barils de mélasse. C'était des gros barils en bois. Puis il y avait des champlures en bois. Puis ils remplissaient, les gens venaient avec des cruches. Puis probablement qu'ils se consommaient beaucoup de mélasse dans ce temps-là, mais en tout cas, ils remplissaient les cruches de mélasse. Et un peu plus loin, c'était encore fermé, mais là, c'était, savez-vous quoi, de l'huile pour les lampes à l'huile. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'électricité et qui avaient des lampes à l'huile pour s'éclairer chez eux. Alors, ils venaient avec leurs cruches pour remplir les cruches d'huile à lampe. Puis, ça, c'était la partie du sous-sol du magasin. Après ça, c'était les entrepôts, dont je vous en ai parlé tantôt, là. Oui. En haut du magasin, je vous l'ai peut-être dit, il y avait aussi des vêtements pour hommes et pour dames, là, des habits. En fait, c'était un magasin général. Oui. Puis quand tu dis, là, on remplissait les lampes, l'électricité n'était pas partout. Pas partout. Puis il n'y avait pas de TV, là. Il y avait non. Non, c'est bien pour le dire aux jeunes, là. Tu as connu ça qu'il n'y avait pas de TV? Il n'y avait pas de TV. Il n'y avait pas de TV. La télévision est arrivée, si je me souviens bien, l'année où mon père est décédé. Mon père est décédé en 1959, puis on a acheté la première télévision. En 59. En 59, pour installer dans sa chambre. Parce que mon père, lorsqu'il est tombé malade, je vais vous promener d'un bord à l'autre un peu. Parce que mon père, quand il est tombé malade, on l'a envoyé à Camelton. Il y avait les docteurs Dumont qui étaient là, qui étaient très bons, paraît-il, mais ils l'ont référé à Montréal, au Royal Victoria. Durant 2 mois, mon père est hospitalisé au Royal Victoria, et lorsqu'ils ont découvert qu'il ne pouvait rien faire, ils l'ont installé dans une ambulance pour le descendre chez nous. Rendu chez nous, c'est le docteur Blouin qui l'a pris en main. On n'avait pas d'hôpital à Amqui à ce moment-là. Alors, le docteur Blouin venait 1 fois, 2 fois par jour. Vous avez acheté une TV pour votre père? Oui. OK. Bon. Après ça, tu as commencé l'école. Ah, j'avais commencé l'école avant ça, hein? Tu as commencé à quel âge, l'école? J'ai commencé l'école à 6 ans. As-tu des souvenirs de la première partie de ton primaire? Mon Dieu Seigneur. Oui, j'étais le petit bonhomme assis en avant. La maîtresse était toujours en avant, j'étais le plus petit. Il y a quelque chose, là, qu'il faut que je me rappelle. Ah!
Ils m'ont montré à dire une espèce de petite histoire, là. Pourquoi? Puis ça, pour jouer une pièce de théâtre que les gens du coin avaient organisée. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Dieu m'a créé pour me sauver. Alors, j'étais tout petit, je partais, je me sauvais. Alors ça, c'était sur une scène du village à ce moment-là, c'était à Saint-Angèle. Lorsque mon père a décidé à un moment donné de se reposer un peu, puis il a décidé d'acheter une ferme. Mais il ne connaissait rien là-dedans. on a eu des employés qui travaillaient sur la ferme. Et puis, alors il s'ennuyait des commerces. Alors il est allé repartir un commerce à Montjoli, un commerce qui est toujours là, mais qui a vendu, qui a gardé un bout de temps seulement. Là, tu as fait 2-3 ans. Après ça, tu étais allé à Rimouski. Ils t'ont envoyé à Rimouski. À 9 ans, j'ai été 9 ans. pensionnaire chez les Ursulines. À 9 ans. À 9 ans, au pensionnat Saint-Georges. 4e, 5e, 6e et 7e année, au pensionnat Saint-Georges. Quand tu es arrivé là, ça a dû être terrible. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai pleuré, je me suis ennuyé. Le soir, je me cachais. D'abord, on couchait dans des dortoirs, des petits lits de tout le monde. Puis je me cachais par-dessus la tête, puis je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme. Et puis, ça a été le fait que quand est arrivé le moment du cours classique, je voulais plus voir Rimouski. Je m'étais tellement ennuyé que j'ai dit, là, trouvez-moi un collège. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un oncle ou un cousin de ma mère qui était professeur au Collège Saint-Alexandre. Le Collège Saint-Alexandre, c'est situé le long de la Gatineau, à peu près 7 km de la ville Gatineau, mais en campagne. Pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. Alors, j'ai fait mes études classiques. Mais à quel âge tu étais allé? J'ai dû arriver au collège à l'âge de 12 ans, 12 ans. Oui, ça dure 8 ans. C'est les langues et tous les... Là, tu as fait ton cours classique. Oui. Ton cours classique, en fait, c'était éléments, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, rhétorique, puis philo 1, philo 2. Là, tu es arrivé à ton bac. Oui. Décris-moi un petit peu, là, le collège de Saint-Alexandre. Vous aviez une érablière, semble-t-il. Oui, ça c'est... Si on parle de... D'abord, c'était un collège, mais je peux vous dire, pour moi, c'était le collège le plus merveilleux du monde. Mais le collège avait aussi une ferme sur laquelle ils avaient des animaux. Ça servait d'une part pour alimenter les étudiants, je présume, pour dire qu'il y avait un collège puis il y avait un séminaire chinois. Bon, alors... mais l'érablière, ça, c'était... Une immense érablière de 20 quelques mille érables qui était... On n'en taillait pas tant que ça. On en taillait, je crois, 12 ou 14 000 érables. C'est beaucoup. Et le plus beau congé qu'on avait durant cette saison-là, c'est qu'à une bonne journée, on nous disait, les gars, cet après-midi, vous avez congé, vous allez ramasser de l'eau d'érable. Parce qu'il n'y avait pas de tubulure. Donc, c'était des chaudières. Et on avait des grosses chaudières, puis on allait remplir ça. On avait des raquettes fournies par là. Et puis, on avait un plaisir fou. Alors, on ramassait de l'eau. Bien des fois, on s'enfargeait, puis on avait la chaudière par-dessus la tête, là. Mais c'était des bons moments. C'est là que tu reconnaissais, puis tu vivais autre chose avec tes confrères de classe. Parce qu'on allait par classe, hein. C'était l'élément, c'était la syntaxe, c'était un autre, là. Alors, oui, des bons souvenirs là-bas. Très bons. On travaillait dur pour ramasser de l'eau. C'était des prêtres qui t'enseignaient? Les Pères du Saint-Esprit. Les Pères du Saint-Esprit, c'est une communauté qui était... Je crois qu'ils étaient en France avant. Puis ils ont ouvert leur institution à Limbourg. Limbourg, c'est un petit village à peu près qui est à 7 km de la ville de Gatineau, mais le long de la rivière Gatineau. Okay. On sait que la rivière Gatineau se jette dans l'Outaouais là-bas. Hein? Donc, puis c'est une grosse rivière, la Gatineau. Alors, nous, le collège était le long de la rivière, une petite distance. Là. On frappait nos balles qui se ramassaient des fois dans la rivière, là, mais... Après ton collège, après ton bac, tu es allé à l'université. Hein, En quoi? En administration, à l'Université Laval. Moi, je résidais à la maison Biermans-Moreau. La maison Biermans-Moreau, c'est la résidence où des étudiants de toutes les facultés qui ne veulent pas rester en appartement en ville, là, on loue une chambre, ces chambres-là, une chambre de bain, puis tout ça, là. Alors, pour vous donner une idée, ça coûtait, pour avoir une chambre là-bas, ça coûtait 28 $ par mois. Tu as été 2 ans, 3 ans? 2 ans, pas plus, parce que mon père est décédé à ce moment-là. Et ça m'a rentré dedans tellement parce que
pour moi, mon père, c'était la grande sécurité de tout. Puis j'avais l'impression de tomber comme perdu un peu. Là, tu laisses tes études. Ça fait 2 ans. Tu fais quoi après, là? Mais comme j'avais été en administration, j'ai dit, là, il faut que je m'enligne quelque part là-dedans. J'avais eu une approche pour aller pour une compagnie de finances. À 25 d'intérêt. Ah, tu vas savoir, tu vas comprendre très vite que j'ai réalisé. Hein. Alors, je suis allé là-dedans. Puis bon, tu rencontres des gens, tu sais, tu passes ça de même, mais quand tu as mené, tu as affaire à des gens qui n'ont pas d'argent. Il faudrait qu'ils te donnent de l'argent, mais ça faisait pitié. Je ne compterai pas tout le reste, mais j'ai dit à ma mère un moment donné, mais il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Peux-tu me donner de l'argent pour payer pour eux autres? T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Ça n'avait pas de bon sens. Hein? Ça faisait pitié. C'est là que j'ai dit, vous touche plus à ça, mon garçon. Dès que je m'enligne, hein, je sors de là. Non, j'ai pas fait long. Non, parce que c'était pas mon genre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé aussi qu'il y a des gens qui n'arrachaient, qui étaient pauvres. Puis ça m'a amené à m'orienter dans un domaine qui est celui où j'ai travaillé, aux affaires sociales. Alors, j'ai fait ma carrière là. Ça fait combien d'années? 34 ans. Tu étais directeur, je pense, hein? Oui. Oui, j'ai été directeur, je ne sais plus combien d'années, là, oui. Mais comment tu fonctionnais avec tes employés? Ah, mon Dieu Seigneur. D'abord, qu'ils soient heureux dans leur travail. Chacun avait ses tâches, oui, mais on se rencontrait régulièrement pour évaluer de quelle façon ça fonctionnait, puis surtout de les sentir heureux dans leur travail. C'est même arrivé, puis ça, on nommera personne. J'ai eu des employés que j'ai dit, écoute, mon gars, prends le temps. Prends 5 mois, prends 6 mois. Mais je te vois, là, tu n'es pas heureux. Ça ne marche pas. Hein? Alors, prends le temps de trouver quelque chose que tu vas aimer. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a pris 5-6 mois, puis il est arrivé un jour, il dit, j'ai trouvé, chouf. Ah, que j'étais content. Je pense que j'étais plus content que lui. Est-ce que c'est arrivé souvent, ça? Tu es obligé d'en remercier? Remercier, c'est arrivé aussi parce que c'était pas leur place, là, dans le sens... pour lui, là, quand je te dis, l'orienter, c'est pas arrivé souvent. C'est arrivé une fois ou deux que j'ai pu orienter quelqu'un. Mais dire à quelqu'un, c'est pas ta faute, c'est pas ta place. Puis moi, je ne fais pas, des fois, intervenir autrement que de dire, mon gars, ça marche pas. T'sais? Alors, cherche autre chose. Je cale, puis là, il s'amuse à... Il dit, me verre de bord, il est là dans ma face. Il dit, j'ai pas fait ni un ni deux. Il dit, j'ai enfilé en tour de la galerie. Il dit... Ça ressemble à ça.